Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler cyclisme et on va parler de la première grande classique de la saison, Milan-San Remo. On va faire le petit bilan de Milan-San Remo. Alors Milan-San Remo, la particularité de cette course, bien entendu, c'est 292 km, c'est la plus longue de l'année, c'est la Primavera, surnommée comme ça en Italie. C'est une classique qui convient aussi bien aux sprinteurs qu'aux punchers, grimpeurs, voire même aux rouleurs. Ça convient à tous les coureurs. Tout le monde peut s'imposer sur Milan-San Remo quasiment. Alors le parcours habituel, au bout à mi-course, on se prend le Passo di Turchino et puis ensuite on revient sur le bord de mer. Et puis on récupère les capis, les trois côtes enchaînées à 50 km de l'arrivée, entre 50 et 40 km de l'arrivée. Et puis ensuite la Ciprezza et on enchaîne avec le Poggio dans le final, qui est souvent le moment important. Cette année, ça a encore été un des grands moments de la course. Alors, on a eu une échappée pendant très longtemps de 7 coureurs. On avait 4 coureurs de l'équipe de l'équipe Novo Nordisk, qui est des coureurs diabétiques. Voilà, il y avait le français Charles Planet. On avait également des coureurs de la Bardiani, une équipe italienne, des coureurs de Neri Sortoli. Également une autre équipe italienne, et forcément il va me manquer un coureur, mais voilà, une échappée qui est partie à 13 dès le départ, au kilomètre 0 en sortant de Milan, et puis ensuite ils ont perdu un petit peu de monde sur le Passo di Turchino. C'est toujours c'est le premier moment de la course, c'est à partir de ce moment-là souvent que le peloton commence à rouler, à augmenter les rythmes. Même si l'échappée n'a jamais eu une très grosse avance, parce que l'écart avec le peloton n'a jamais dépassé 10 minutes. On a eu des années où l'échappée sur Milan-San Remo pouvait atteindre 16 à 17 minutes quasiment d'avance à mi-course. Premier moment important, donc à 50 bornes de l'arrivée, le passage des trois capis, dont le Capo Mele et le Capo Berta. Sur le Capo Berta, l'échappée s'est désagrégée, on s'est retrouvé avec un seul coureur en tête. Du côté du peloton, on a commencé à accélérer, à perdre du monde. C'est à partir de ce moment-là qu'on a vu que par exemple, Nasser Boigny n'irait pas chercher la victoire. Giovanni Visconti a commencé a été lâché. Le coureur italien qui n'est plus aussi performant qu'à la grande époque quand il était même du côté de la Movistar. Et puis, on a eu un rythme intense pendant toute la journée. 43 de moyenne quand même, avec 2 dernières heures de course où ça a été assez rapide. Et puis ensuite dans le Ciprezza, on a eu des coureurs lâchés comme Groenewegen et Boigny, qui étaient les 2 principaux coureurs lâchés. Alors Groenewegen, on en reparlera après, mais ça m'étonne qu'à demi-mot. Pareil pour Nasser Boigny. Et puis dans la Ciprezza, on a eu des accélérations, mais pas vraiment d'attaque franche. Comme souvent ces dernières années, la Ciprezza n'est plus forcément un endroit important de la course. Elle sert souvent à éliminer des concurrents, mais elle ne sert pas vraiment de rampe pour porter une attaque. Et puis derrière, au début de la descente, on sent que Gilbert a des fourmis dans les jambes à la fin de la montée, mais il va pas prendre l'initiative d'attaquer. Philippe Gilbert de la Deceuninck Quick-Step. Et puis au tout début de la descente, on a la surprise, c'est Nicolo Bonifacio, le coureur de Direct Energy. Il est parti à fond dans la descente. À un moment, il a été gêné par une moto de l'organisation. Je rappelle, on est en Italie. En France, c'est ASO qui organise. Là, en Italie, c'est le journal d'équipe italien qui organise. C'est RTS, en fait, qui est une entreprise du groupe de la Gazzetta dello Sport. Et comme souvent, l'organisation de la Gazzetta dello Sport de RTS est souvent un petit peu bordélique. Donc là, dans la descente de la Ciprezza, il y a une moto qui se retrouve devant Bonifacio, qui doit normalement s'écarter pour laisser passer Bonifacio, et qui va s'écarter, mais très tardivement dans la descente. Alors Bonifacio va prendre 15 secondes d'avance. Et puis dans le passage de plat entre la Ciprezza et le pied du Poggio, il va se faire rattraper, il ne va pas avoir plus de 15-20 secondes d'avance. Alors on se demande pourquoi il a attaqué Bonifacio. Après,
Est-ce qu'il pensait ne pas avoir les jambes pour passer le Poggio peut-être Il pensait que ça roulerait beaucoup trop vite dans le Poggio pour passer. On sait que la stratégie d'équipe chez Direct Energy, c'était de protéger Calmejane, Turgis et Bonifacio. Et ensuite de voir lequel de ces coureurs-là pourrait faire un excellent résultat. Ensuite, on arrive dans ce très grand moment de la course, le Poggio à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Et là, la Deceuninck Quick-Step fait un rythme d'enfer, vraiment, qui ne permet pas vraiment à des coureurs de sortir. On a quand même une première attaque de Lawson Craddock de F Education First, et puis ensuite derrière, il est suivi d'Anthony Turgis, qui va exploser en vol au pied de la montée. Il va passer à rentrer sur les coureurs derrière, et puis dans le peloton, c'est toujours la Deceuninck Quick-Step qui accélère, et dans le dernier kilomètre, Gilbert s'écarte, Alaphilippe place une première attaque, et ce qui permet à un groupe de 9-10 coureurs de s'extirper du peloton. Ils ne seront pas revus par l'avant-garde du peloton. Dans la descente, Matteo Trentin accélère, vraiment à la fin de la descente. Le début de la descente est extrêmement long, et le début de la descente étant extrêmement lent, ça permet à Michael Matthews et à Tom Dumoulin de quasiment revenir dans le cas de Dumoulin, le néerlandais. Et puis dans les 2 derniers kilomètres, il y a quelques attaques. Trentin est repris, mais qui ne permettront pas d'échapper à un sprint pour ce groupe de 10 coureurs. Et donc c'est Julien Alaphilippe qui s'impose pour cette édition. C'est la première victoire d'un Français depuis Arnaud Démare. Donc ça remonte qu'à 2016, et la classique qui correspond lui aux Français. Victoire donc de Alaphilippe devant Oliver Naesen et Michał Kwiatkowski. Après, sur Milan-San Remo, il n'y a pas de surprise. On a des coureurs plutôt performants devant. Alaphilippe, il a fait un très très bon sprint. On l'avait vu sur Tirreno Adriatico. Pardon, j'ai pas eu le temps de faire un bilan sur cette course, mais on l'avait vu sur Tirreno Adriatico. Il avait remporté un sprint devant Viviani. Donc il est vraiment plus performant sur les arrivées au sprint par rapport aux années précédentes. Il a passé un cap dans ce domaine-là. Il a devancé Oliver Naesen, qui est toujours présent dans les classiques, le coureur d'AG2R. Et il est présent, il a remporté la Bretagne Classique l'année dernière. Il est toujours présent, il est toujours placé sur les courses belges également, les classiques flandriennes. Un coureur très intéressant qu'on avait vu en forme sur Paris-Nice. Là encore, Michał Kwiatkowski, qu'on avait vu en forme sur Paris-Nice là également, qui a été en tête du classement général pendant quelques jours. 4e, Peter Sagan. Alors pour l'instant, il n'a toujours pas remporté cette classique. Peter Sagan, elle se refuse à lui un petit peu, mais là cette année, c'était vraiment pas possible pour lui. Il a été malade au mois de février. Il a attrapé une grippe, tout simplement, et il n'avait pas assez de caisse pour gagner ce sprint. Et puis derrière, Matej Mohoric, le coureur de la Bahreïn, Wout van Aert, quel coureur, triple champion du monde de cyclocross, qui depuis l'année dernière va vraiment sur la route de manière intensive. Alors, l'année dernière, on se souvient dans l'équipe Véranda Crélon, je crois, Véranda Williams Crélon. Et puis cette année, il a rejoint la team Jumbo-Visma, la team de Primož Roglič par exemple, qui devrait être très performant sur les classiques pavés. On peut s'attendre à ce que Wout van Aert soit en forme sur Paris-Roubaix et sur le Tour des Flandres. 7e, Valverde, le champion du monde. Là encore, lui, il lui manquait un petit peu de kilomètres pour vraiment faire la différence dans le Poggio. 8, Nibali. Moins en forme que l'année dernière, Nibali. C'est peut-être intéressant parce que l'année dernière, il était quand même vraiment très en forme sur Milan-San Remo. Et derrière, il avait eu un peu du mal à enchaîner. Et puis, pour compléter ce top 10, Simon Clarke, toujours présent, le coureur d'Education First, l'Australien. Et Matteo Trentin, qui a tenté dans le final, mais qui n'a pas réussi à remporter la course. Alors c'est assez étonnant, on parlait de Bonifacio qui est parti dans la descente alors que c'est un sprinter, mais la stratégie de Trentin aussi, parce que il faisait partie des coureurs les plus rapides dans le groupe de 10, avec Alaphilippe et Peter Sagan, c'était les 3 plus rapides, avec Naesen également. Bon voilà, il lui en manquait un petit peu. Alors du côté des déceptions, les sprinters, alors
Il s'avère que cette année, Milan-San Remo, la montée du Poggio sur Milan-San Remo a été hyper rapide. On a peut-être même battu un record. Il faut savoir que c'est toujours assez compliqué en cyclisme de savoir les records de montée. On aurait fait le Poggio selon le capteur de Michał Kwiatkowski en 5,45. Ce qui serait donc le record. 5,45 sur le Poggio. Je rappelle que c'est une montée qui a un passage à 8%, mais qui est une montée assez roulante à 5, je crois, de moyenne. Ça fait quand même 38%, 38 km/h, voilà, plus de 38 km/h dans la montée, pour dire le rythme intensif qui s'est déroulé dans cette fin de Milan-San Remo. Donc voilà, pour les sprinters ça a été compliqué parce que le premier sprinter, alors vrai sprinter, parce que Sagan et Matteo Trentin, même si Sagan est très très fort au sprint, Sagan est aussi un très bon puncher. Le premier, vraiment sprinter, que sprinter, j'ai envie de dire c'est quasiment Christophe qui est 14e, Gaviria est 15, voilà, et 16 pardon. À l'heure 17, on n'a pas vu Kittel. Je ne sais même pas encore pourquoi Kittel pense pouvoir gagner sur Milan-San Remo, parce qu'il n'a pas les capacités. Et puis Davide Cimolai, 22e, le coureur d'Israël Cycling Academy, qui était avant le lanceur d'Arnaud Démare. Arnaud Démare qui fait 32e. Bon. Caleb Ewan également loin avec Sam Bennett, 28 et 29. Ça a été compliqué pour tous ces sprinters. Alors, je parle même pas de coureurs. On reviendra dans quelques secondes dessus. Mais ouais, cette année, c'était pas un Milan-San Remo pour les sprinters. Le temps était pourtant excellent. Donc, ça n'est pas une course forcément qui a été extrêmement dure au niveau des conditions climatiques. Mais ça roulait très très fort à partir de 90 bornes de l'arrivée. Les 2 dernières heures de course ont dû se faire à plus de 45 de moyenne. Et quand on a déjà 210 km dans les pattes, les 2 dernières heures de course, elles font très mal à 45 de moyenne, surtout quand vous avez les capis, que vous avez la Ciprezza, que vous avez également le Poggio. Derrière, les 2 coureurs qui ont été décevants, mais on s'y attendait. Surtout pour un, c'est Nasser Bouhanni. Nasser Bouhanni, pas en forme depuis le début de saison. On rappelle hors délai lors de la première étape de Tirreno Adriatico. Bon, il manquait des jours de course pour Nasser Bouhanni, très clairement. Malgré tout, je pensais pas qu'il tiendrait aussi longtemps. Il a réussi à tenir jusqu'au pied de la Ciprezza. Mais après, derrière, c'était très compliqué pour lui. Et puis, pareil, Dylan Groenewegen, le néerlandais, pour Groenewegen, c'est un peu comme Kittel, c'est-à-dire ce sont des coureurs très rapides, ou même Cavendish, ce sont des coureurs très rapides, mais qui n'ont pas la capacité de grimper des côtes comme le Poggio, et au final, ils sont trop limités dans ce type de montée. Alors avec cette victoire de Julien Alaphilippe, on peut maintenant voir grand peut-être pour le coureur français. Beaucoup d'experts cyclistes, d'observateurs commencent à le voir vainqueur, pourquoi pas dans les années à venir d'un Tour de France, ou même dès cette année d'être performant sur le Tour de France. Je pense qu'avec Julien Alaphilippe, il faut se calmer. On a une pépite, un coureur très performant. Moi, j'avais même des doutes à ce qu'il gagne Milan-San Remo cette année, parce que sur les championnats du monde, on s'en souvient, ça avait été un petit peu compliqué pour le coureur français. Il avait eu des crampes avant la dernière montée. Et je pensais que c'est un coureur qui avait du mal au-dessus de 225-230 km de course, où il aurait un peu de mal à franchir ce cap, parce qu'on sait aussi que sur Liège-Bastogne-Liège, c'est un peu plus compliqué pour lui. Il avait remporté la Flèche Wallonne, mais la Flèche Wallonne, c'est moins de 200 km, donc c'est pas la même endurance qu'il faut avoir sur la Flèche Wallonne que sur Liège-Bastogne-Liège, où c'est 256 km à peu près, ou également sur Milan-San Remo, cette année, 292 km avec un parcours... c'est pas le plus dur du monde, encore une fois, c'est quand même majoritairement plat sur ce parcours, mais Julien Alaphilippe, il faut un peu se calmer aussi du côté des experts. Est-ce que Julien il est capable de remporter un Tour de France ? Pour l'instant, je suis sûr que non, en fait. Déjà parce que je pense pas que ça soit son objectif aujourd'hui. Son objectif, c'est d'aller chercher les classiques ardennaises, c'est d'aller chercher les grandes classiques, comme le Tour de Lombardie aussi. Je pense que ça peut être un de ses objectifs, mais d'aller chercher les classiques ardennaises que sont Liège-Bastogne-Liège et la Flèche Wallonne et l'Amstel Gold Race mi-avril, qui sont des courses qui déjà conviennent à son profil de coureur. Je rappelle, c'est un puncher.
Voilà, il a remporté la Flèche Wallonne l'année dernière en battant Valverde dans la montée du mur de Huy. Sur le Liège-Bastogne-Liège, c'était son coéquipier Bob Jungels qui s'était imposé. Mais voilà, je pense que son envie est plus sur ce type de course. Après, de la part de Julien Alaphilippe, remporter un grand tour, ça me semble encore compliqué. Certes, c'est pas un mauvais grimpeur. C'est un bon puncher. C'est pas un grimpeur, déjà. C'est une différence. C'est comme comparer un coureur de 5000 et un coureur de marathon. Un coureur de marathon, il peut pas être performant sur 5000 mètres, et un coureur de 5000, il manque un peu de caisse pour aller sur le marathon. C'est un peu la différence entre un puncher et un vrai grimpeur comme Thibaut Pinot, comme Romain Bardet, ou comme Fabio Aru, qui est en ce moment blessé, qui a des petits soucis, ou Nibali même, qui est un grimpeur. Un grimpeur, une montée pour Alaphilippe, les montées qui lui correspondent le mieux, c'est le mur de Huy, le Poggio. Le Poggio, c'est 5 minutes 45, j'en ai parlé. Le mur de Huy, c'est à peu près les mêmes types d'efforts, c'est 6 minutes à peu près le mur de Huy, 6-7 minutes sur le dernier kilomètre. Je rappelle, passage à plus de 20% sur le mur de Huy. La côte de Hans également sur Liège-Bastogne-Liège, ou la côte de la Redoute, c'est des côtes avec du fort pourcentage. Mais qui sont des côtes très courtes, ça dépasse jamais 4 km normalement, sur toutes ces courses-là, les montées importantes. Là, la différence, c'est que pour gagner un Tour de France, il faut être performant sur des cols beaucoup plus longs. C'est-à-dire des cols comme le Mont Ventoux. Le Mont Ventoux, c'est 1 heure de course. Des cols comme l'Alpe d'Huez. L'Alpe d'Huez, c'est 35-40 minutes. Et c'est pas le plus long. Aujourd'hui, c'est pas les mêmes capacités physiologiques qu'il doit mettre en place. Aujourd'hui, Julien Alaphilippe, il a un entraînement où il essaye d'avoir la meilleure VO2 max. La VO2 max, c'est la vitesse maximum à laquelle vous serez complètement mort, complètement essoufflé, complètement cuit. Vous savez, c'est le test qu'on fait tous au lycée, au collège, avec les deux plots qui sont mis à 200 mètres l'un de l'autre, et puis à chaque fois, on va de plus en plus vite avec des bips, normalement, qui retentissent tous les 35, 40 secondes, et puis à chaque fois, ça va de plus en plus vite, et là, vous savez à peu près votre VO2 max. Et Julien Alaphilippe, il a une VO2 max assez exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il a cette capacité à pouvoir faire un effort de type maximum pendant 4-5 minutes à l'intensité max. Il est capable de développer son maximum de watts pendant très longtemps. Un grimpeur, on n'est pas sur les mêmes parcours physiologiques. Un grimpeur, il faut qu'il tienne 40-45 minutes. Et aujourd'hui, Julien Alaphilippe, il n'est pas capable de faire ça. On se souvient, il y a 1 an ou 2 ans sur Paris-Nice, quand il était maillot blanc, je crois me rappeler, il y avait une longue montée comme un peu le col du Turini cette année, de 14-15 km. Il avait cédé au bout de 5-6 km, à peu près à mi-parcours, parce que voilà, on est sur des temps d'effort qui sont donc beaucoup plus longs pour lui. Il peut tenir 10 minutes, un quart d'heure, mais au-dessus d'un quart d'heure aujourd'hui, Julien Alaphilippe, il n'a pas la capacité d'être aussi performant qu'un Nibali, d'être aussi performant, qu'un Chris Froome, d'être aussi performant qu'un Tom Dumoulin. Il n'a pas cette capacité-là. Ensuite, beaucoup de spécialistes disent qu'il est très bon en contre-la-montre. Et pour cela, il se base d'un résultat au Tour de Colombie. Le parcours du Tour de Colombie sur le contre-la-montre est un parcours vallonné. Ce n'était pas un parcours tout plat. Deuxièmement, c'était avec un vélo traditionnel. Un vélo traditionnel, un vélo contre-la-montre, c'est pas la même chose. Un vélo traditionnel, ça fait aux alentours de 20 kg. Je dis des bêtises, ça fait aux alentours de 7 kg, ou 6 kg 8. Et il n'y a pas les roues lenticulaires. Un vélo contre-la-montre, vous avez les roues lenticulaires. C'est beaucoup plus difficile à manier. Il est bon sur le contre-la-montre, mais aujourd'hui, il ne va pas gagner du temps sur un Dumoulin ou sur un Chris Froome. Il n'a pas cette capacité-là, Julien Alaphilippe. Donc pour moi, ça reste quand même compliqué. Après, il a une capacité, bien entendu, à être bon en sprint et à être bon sur les côtes, voilà, je disais, de moins de 5 km. Ça, aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs du monde avec Valverde, et je pense même aujourd'hui, il est passé devant Valverde. Mais pour gagner un grand tour, déjà, il faut résister 3 semaines. Aujourd'hui, il n'a pas remporté des courses d'une semaine, déjà, à Alaphilippe. Donc il faut déjà qu'il gagne une course d'une semaine. Et puis après, il faut passer 3 semaines en restant calme. Là aujourd'hui, Milan-San Remo, c'est que de ces étapes en termes de longueur. Les étapes du Tour de France, c'est tous les jours 150 bornes, donc c'est pas la même chose. Enfin 150, même plutôt 180 km en moyenne sur un Tour de France. C'est pas la même chose.
Donc pour moi, Julien Alaphilippe, il n'a pas encore la capacité d'emporter un grand tour cette année, voire l'année prochaine. Par contre, dans 3 ans, dans 4 ans, s'il fait un travail sur le contre-la-montre, parce que je pense qu'il ne travaille pas vraiment le contre-la-montre et qu'il est plutôt performant dans ce domaine, s'il travaille également sur des montées beaucoup plus longues en montagne, là il pourra être performant. Je rappelle en plus que pour travailler en montagne, Julien Alaphilippe, il a un peu une particularité, c'est qu'il habite une région que je connais pas mal, c'est le Cher, il habite Saint-Amand-Montrond, il s'entraîne autour de Saint-Amand-Montrond, dans l'Allier également. C'est des côtes de puncher dans cette région-là, c'est des côtes extrêmement courtes, très raides. Pour être performant en montagne, il faut aller en montagne régulièrement. Thibaut Pinot, il est né dans les Vosges, je crois qu'il habite maintenant dans les Alpes. Pour pouvoir travailler ça tous les jours à l'entraînement. Aujourd'hui, je pense pas que ça soit encore son envie à Julien Alaphilippe de remporter le Tour de France, mais il va encore vouloir remporter le maillot à pois cette année. Je pense que ça sera un de ses objectifs et d'aider ses équipiers à être performants. Puis il faut saluer également la Deceuninck Quick-Step sur Milan-San Remo, et je vais finir là-dessus, parce que la Deceuninck Quick-Step, ils n'ont pas remporté souvent Milan-San Remo, l'équipe de Patrick Lefebvre, c'était l'équipe Quick-Step avant. Ils l'ont remporté la dernière fois, c'était il y a 13 ans, c'était avec Franco Pellizotti, un peu la seule grande victoire dans la carrière de Franco Pellizotti au niveau des classiques. Après, il a gagné, je crois, 1 ou 2 étapes sur le Tour de France, mais il n'a pas eu un palmarès exceptionnel, Pellizotti. Et donc, c'est intéressant pour la Quick-Step parce que maintenant, il n'y a plus vraiment de terrain qui leur résiste. Avant, on disait les classiques italiennes, c'est pas forcément leur spécialité, mais ils sont capables cette année de remporter Milan-San Remo. Puis je voulais saluer également l'énorme travail de Philippe Gilbert qui m'a l'air très en forme. Lui qui a pour objectif cette année de gagner Paris-Roubaix, ce qui ferait un nouveau monument à son palmarès. Il ne manquerait plus alors que Milan-San Remo pour compléter, pour remporter les 5 monuments dans sa carrière, ce qui n'est pas donné à tout le monde et ce qui montrerait quand même à tout le monde que Philippe Gilbert, champion du monde en 2011, est un excellent coureur. Voilà, c'était un long débrief et puis un petit débat sur Julien Alaphilippe. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures cyclisme avec les classiques flandriennes, mais aussi la F1, il y aura la F2, la Moto Grand Prix, parce que là, je ferai vraiment le débrief. Alors, je vais faire un débrief, ce qui fait du Grand Prix de Losail et du Grand Prix d'Argentine. Je vais faire les deux ensemble. Et puis, on fera un bilan après 4 rallyes du championnat du monde WRC avec Sébastien Ogier, avec les Hyundai, avec Sébastien Loeb. On parlera de tout ça. Ça sera dans les jours à venir. Et puis, il y aura des vidéos, jeux vidéo, promis, elles seront sur la chaîne. Voilà, j'espère. N'hésitez pas à réagir aussi dans les commentaires. Petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Voilà, et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures. Ciao!